Alors, nous allons enfin pouvoir accueillir le jury de cette 11e édition du concours de plaidoirie, mesdames et messieurs. Pour débuter cette soirée, je laisse la parole à Édouard Rendu, président de notre association. Monsieur le doyen, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs du jury, cher public, bonsoir. C'est avec une joie profonde et non sans un certain enthousiasme que l'ADELI vous accueille ce soir pour cette 11e édition de la tribune juridique lyonnaise. 11e édition qui sera jugée ce soir par un jury d'exception, présidé par Monsieur le doyen Luc Saïdj. Pour l'accompagner dans cette tâche, il sera assisté de Monsieur le procureur Faletti, de Monsieur le Président Guy Lavorel, de Monsieur le Président Jean-Claude Ravier, de Monsieur le Président Pierre Fradin, de Monsieur le Vice-président Jean-Paul Coquart, de Monsieur le professeur Adrien Charles Dana, de Madame Yvette Villevert, ancienne présidente de la Cour d'assises du Rhône, de Maître Jacques Vergès, de Maître François Lafungue, de Maître Dominique Grivet, de Monsieur le professeur Jean-Pierre Scarano, et pour finir, du vainqueur de l'édition 2003, Monsieur Stanislas Roquette. Merci. Cher jury, cher public, chers plaideurs, bonsoir. Si l'année universitaire devait faire l'objet d'un sujet de plaidoirie, beaucoup pourraient penser à encore une année à tirer pourvu que ça se termine vite. Et tout plaideur empressé choisirait de plaider le pour. Il m'incombe ce soir de plaider le contre et ma vision des choses serait plutôt encore une année à tirer, quel bonheur, un nouveau concours de plaidoirie à organiser. Mais rassurez-vous, je ne m'étendrai pas et je laisserai des personnes bien plus talentueuses que moi relever le défi de vous en convaincre. Sans plus attendre donc, le premier choc, et non des moindres, verra s'opposer l'équipe Chassani-Nera qui a su nous convaincre brillamment que l'illusion rétrospective du vrai est la guillotine de tout jugement équitable, et cela sans perdre la tête. Mais attention aux lames aiguisées de vos contradictrices, mesdemoiselles Rousseau et Poli, pour qui la justice ne dépend pas du climat où elle pousse. Pour l'instant, mesdemoiselles, il fait beau, mais nous sommes en mars
et au loin vos contradicteurs grondent. Il paraîtrait que Dieu lui-même croit à la publicité et c'est pour ça qu'il aurait mis des cloches dans les églises. L'équipe Chassani-Néra plaidera le pour, l'équipe Russo-Poli plaidera le contre. J'appelle l'équipe Chassani-Néra. Au commencement, je crée le ciel et la terre. Puis, je dis que la lumière soit. Et la lumière fut. J'appelais la lumière jour et les ténèbres nuit. Je séparais les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Je fis apparaître le continent, vis que cela était bon, et différencier la terre de la masse des eaux. Puis, je créai l'homme à mon image. Je vous trouve d'ailleurs très réussi, dans l'ensemble. Tout allait bien, jusqu'à ce que ma dernière création bouffe la pomme, et montre ainsi toutes ses faiblesses. Je décidai donc de descendre auprès des hommes, afin de les surveiller de près. J'installai donc des églises, et afin d'être perçu par tous, j'y mis dedans des cloches. Ainsi, Dieu a installé des cloches dans les églises, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, dans le but de faire sa propre publicité. Dieu a mis des cloches dans les églises, mais alors deux thèses seraient alors possibles. Dieu, celui qui ouvre la mer, celui qui marche sur l'eau, celui qui multiplie les pains, serait descendu poser sa cloche à Saint-André de Cubzac, près d'Introuvable-sur-Mer. Ça semble peu probable, en tout cas espérons qu'il ait quand même autre chose à faire. Dieu aurait pourvu, d'une autre idée, la communauté chrétienne d'un ensemble de clochards incapables et stupides, coiffés d'un couvercle et munis de vases afin de recueillir leur gaz. Et on ose appeler ça de la publicité. Dieu nous en garde. Dieu lui-même croit à la publicité, il a mis des cloches dans les églises. C'est une aberration. Et je plaide contre ce soir. Non, Dieu ne croit pas à la publicité, c'est ce que je vous montrerai dans une première partie, en vous montrant d'abord ce que l'on entend par Dieu, et en vous montrant pourquoi il ne croit pas à la publicité. Et non, Dieu ne fait pas de publicité, c'est ce que je vous montrerai dans une deuxième partie, en vous montrant que les hommes n'ont pas mis les cloches dans les églises pour faire de la publicité à Dieu. Qui, comme il le soutenait il y a peu, monte vers le sommet et y voit de moins en moins de monde. Messieurs, attention aux dernières crevasses, le sommet n'a jamais été si proche. Face à face avec l'équipe Roux Forest, qui ne pensait pas qu'un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité. La réalité ne vous a pas trompé, mais vos contradicteurs ont plus d'un tour dans leur sac. De mauvaises langues nous ont assuré que la plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt que de la risquer sous les drapeaux. Cela ne semble pas si simple, c'est pourquoi l'équipe Poitou-Poyet plaidera le pour et l'équipe Roux-Forest plaidera le contre. J'appelle donc l'équipe Poyet. Alors je me trouve donc devant vous ce soir pour défendre que la plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt que de la risquer sous les drapeaux. C'est Raymond DeVos qui a mis en forme cette évidence, nous gratifiant d'un jeu de mots exquis au passage, pour ceux qui n'auraient pas compris, peau, drap, drapeau. Alors ceci me gêne. Ceci me gêne, non que je craigne Raymond DeVos, je l'admire au contraire, d'autant qu'il était sur les bancs de l'école avec mon grand-père au collège mariste de Douai, je considère qu'il est un peu de ma famille. Non, ce qui me gêne, c'est que j'entends d'ici mon cher contradicteur, que j'ai oublié de saluer, désolé, je l'entends qui va nous affirmer tout à l'heure, qui va vous affirmer,
qu'on ne peut croire un tel sujet développé par un homme qui ne connaît rien à l'armée. En effet, vous allez sans doute le soulever, Raymond DeVos a été réformé dès la première heure de ses 3 jours. On lui a dit, comme on l'a à l'armée, « Réformé P3, trop gros, rentrez chez vous ». Alors qu'en pensez? Je vous propose de faire vôtre cette parole du philosophe américain McKean, qui disait, je cite, « Ceux qui en parlent le plus, et j'ajouterai le mieux, c'est ceux qui en ont le moins mangé. » Alors, la plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, quelques instants sur ce « la plupart ». Constatons donc que si cette phrase est une vérité, vous allez en convenir dans peu de temps, il ne faut aucunement l'élargir ou la pervertir en affirmant que tous les gens préfèrent glisser leur peau sous les draps, etc., etc. Nous ne tomberons pas dans cet écueil et nous nous bornerons donc à vous expliquer pourquoi une large majorité des gens, et seulement une large majorité des gens, préfèrent le satin au maréchal Pétain. Alors ceci dit, voici comment nous allons procéder. Nous montrerons dans un premier temps que l'une des 2 propositions contenues dans cette phrase est objectivement plus confortable que l'autre. Ensuite, il conviendra de se demander si la réticence de certains à s'engager sous les drapeaux est un manque ou non de patriotisme, parce que c'est sans doute là-dessus qu'on sera attaqué. Le 8 mars 2003, une émission hautement intellectuelle, attention à la marche, pourtant reconnue pour son public bon enfant, apte à s'enthousiasmer à la question co, la question kin, la question coquine. Elle va, pour une fois, le débat en posant la question suivante. Sur 100 Français, combien éprouvent de l'attachement à leur drapeau? Cassandra, jeune secrétaire de PME, répondit 85. Robert, agriculteur battant pavillon FNSEA, 78. Lorsque survint Jean Bernard, intermittent du spectacle, chevelu, ex-gréviste de la faim depuis gavé au fromage du Larzac, qui répondit à la surprise générale 0. Devant tant d'outrecuidance, Jean-Luc Reichmann est médusé, mais Jean Bernard répond « Moi, mon drapeau, je le brûle. Je ne suis pas citoyen français. Je suis citoyen du monde. Et je veux que tous mes frères se tiennent par la main. » Dans la petite histoire, Jean Bernard perdit un pote, mais ce n'est pas le plus important une nouvelle fois. Le véritable problème, c'est que Jean Bernard, ce jour-là, s'était mis sur son 31 et arborait fièrement sur son t-shirt les couleurs du Tibet libre et sur sa casquette les couleurs de la Jamaïque. Là où je veux en venir, c'est à l'idée que chacun de nous, de toute manière, a un drapeau, le tout étant de ne pas se tromper, et que chacun est prêt à arborer fièrement celui qu'il représente. Certains peuvent mépriser un drapeau, mais c'est pour mieux en hisser un autre. Alors, un tel sujet nous encouragerait à faire un choix. Glisser sa peau sous les draps ou la risquer sous les drapeaux. En somme, dans l'imaginaire collectif, comparer la douceur qu'a si bien décrit mon contradicteur des draps et la violence des drapeaux. Alors, mon objectif sera de partir loin de ces manichéennes représentations et j'aurai pour objectif de vous démontrer que certains préfèrent risquer leur peau sous un drapeau au nom de l'intérêt collectif que de la risquer bien cachée sous des draps, d'autant que cela présente
un risque. Et nous allons commencer par là. Merci. Mesdames et messieurs du jury, l'heure tant redoutée a sonné et il vous faut vous retirer pour, je le sais, à contre-cœur, choisir. Et à tout cœur, son prix coup de cœur. Prix que nous remettons ce soir à l'équipe qui a su le conquérir, ce cœur. J'appelle l'ancien président de l'ADELI, Monsieur Guillaume Gindre, pour remettre ce prix. Bonsoir à tous. Alors, je précise que même si on n'a pas de polo bleu ou de polo rose, on a quand même un cœur qui bat aussi très fort, et moi aussi particulièrement ce soir, c'est vraiment c'est toujours aussi impressionnant. Alors, le prix Adélie est remis à l'équipe Clary Coaraton. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Monsieur le Président Lavorel pour annoncer les résultats de la première demi-finale. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix est toujours très difficile et le jury, croyez-le, s'est penché sur tous les ingrédients de ces deux plaidoiries. Alors, si nous n'étions pas dans une église, nous étions quelque part dans un tribunal, mais je rappellerai que l'Ecclésia, autrefois, était d'abord un tribunal. Alors, nous n'avons pas voulu choisir entre un candidat qui était un dieu et un candidat qui était une cloche. Mais bien évidemment, les deux, je crois, sont à peu près de grande valeur, et donc il y a eu un choix qui a été difficile, mais tout de même, je dois le dire, certain. Donc le vainqueur, ou les vainqueurs plus exactement, sont messieurs Chassani et Nera. Pour annoncer les résultats de la seconde demi-finale, j'appelle Maître Vergès. Le jury, après avoir longuement délibéré, a dû faire un choix et a désigné comme vainqueur M. Poitot. Le ciel s'assombrit, les masques vont tomber. C'est le dernier Big Bang qui s'annonce. L'Olympe s'affole. Toute vie sur la terre retient son souffle.
il ne doit en rester qu'un. La phrase tombe comme un couperet. Que 10 coupables échappent à la justice plutôt que souffre un seul innocent. L'équipe Chassani-Nera plaidera le pour, l'équipe Poitot-Poyet plaidera le contre. J'appelle l'équipe Chassani-Nera. On peut ainsi pousser notre réflexion jusqu'à dire que 10 coupables en liberté, c'est 10 fois plus de travail pour la police. Et donc peut-être une augmentation d'emploi dans la police nationale. Mais il faut également relativiser la gravité de la présence de 10 coupables en liberté par le fait que la justice fait et fera toujours des erreurs. Errare humanum est. La justice étant rendue par des hommes, celle-ci n'échappe pas à ce vieil adage. Ainsi, tout le monde se doit d'excuser certaines erreurs que peuvent commettre les magistrats. D'autant plus que Daniel Pennac disait « Une erreur judiciaire est toujours un chef-d'œuvre de cohérence. » 10 coupables. Donc, avant même de passer devant un tribunal, M. Blackstone a l'outrecuidance de les juger coupables. Alors, Elisabeth II... Non, la nôtre. Elisabeth Guigou... Elisabeth Guigou va nous faire une syncope. Elle qui a mis tant de soin à donner le nom de présomption d'innocence à une loi afin de nous donner l'illusion qu'elle la garantisse réellement. Nous allons connaître maintenant les résultats de cette finale. Et pour les donner, j'appelle Monsieur le doyen Luc Saïdj. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est à moi que revient le redoutable honneur d'annoncer l'équipe gagnante. C'est assez redoutable parce que, comme les années précédentes, il faut trancher au moment de la délibération finale avec des caractéristiques tout à fait différentes des équipes et des plaideurs en présence. Alors le jury a été au fond sensible, et je ne vous ferai pas attendre trop longtemps, mais du côté de M. Chassani, à la grande gravité de ton et à la justesse des arguments qu'il a eu l'occasion d'exposer. S'agissant de M. Poitot, peut-être que le sujet était un peu plus difficile que le premier, donc le jury a balancé, et puis peut-être, là c'est l'aspect plus plaisant, l'argument majeur qui a emporté la conviction, c'est tout de même que 9 est plus petit que 139. Et il a donc décidé de déclarer M. Poitot vainqueur. Merci.